Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité sur Mikouba Télévision. C'est parti pour ce journal du week-end qui s'ouvre par ce titre. Au cours de la réunion du Conseil de ministres du 9 février dernier, le vice-ministre de la Défense nationale a présenté la situation sécuritaire générale du pays qui reste marquée dans l'Est comme dans l'Ouest par la maîtrise des forces de sécurité nationale. Et puis le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, accompagné du chef d'état-major général de FRDC, le général d'armée Chiwewe Songesha Christian, a fait une visite de travail ce vendredi à Goma et à Saké, dans les territoires de Massissi. Jean-Pierre Bemba Gombo dit venir dans cette région pour réconforter les troupes engagées dans les opérations contre les terroristes du M23 et leurs alliés rwandais. Et puis, comme à l'accoutumée, les excellents employés du mois de janvier 2024 à la SICOMINE ont été décorés par les responsables de cette société. Ils ont reçu des certificats d'excellence et des paquets de cadeaux. Teddy Dizamba nous en parle tout de suite dans ce journal. À toutes et à tous, bienvenue. Vous informer, c'est notre devoir sur Mikouba Télévision. Les députés Serge Bahati, rapporteur du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, annonce des avancées significatives de travaux en commission pour la validation des pouvoirs des députés. Après 5 jours de travail, 21 sur 26 commissions ont soumis leur rapport. Suivez cet extrait choisi pour vous par par Félix Matoudi. Le bureau provisoire a 3 missions précises qui sont régies par l'article 12. D'abord, la validation des mandats des élus. Deuxièmement, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Et troisièmement, l'organisation et l'installation du bureau définitif. À ça, la première étape, nous avons justement commencé par la constitution des commissions provinces. Cela sous-entend la mise en place des commissions par province de chaque élu qui ont justement eu à analyser les pièces jointes et les documents reçus de la CENI afin de pouvoir vérifier ses pouvoirs. Et comme vous le savez, la plénière du 2, donc le vendredi passé, nous avions convoqué toutes ces commissions à débuter les travaux le 5. Et aujourd'hui, c'est le 5e jour, car nous leur avions accordé un délai de 5 jours. Et au moment où je vous parle, nous avons reçu 21 rapports de ces commissions. Et au moment où nous vous parlons, nous contactons les autres provinces restantes, dont notamment la province du Lualaba, la province de la Lomami, la province du Bawele et de la Mongala. Les travaux ont évolué très bien, c'est-à-dire que chaque commission a eu à faire cette vérification, l'analyse des documents. Et au moment où nous vous parlons, comme j'ai dit, nous avons reçu les rapports de toutes ces commissions-là, et il n'en manque que pour 5. Donc l'étape qui va suivre d'abord pour la première mission de la validation. Comme vous le savez, ce n'est pas quand même un travail si facile, parce qu'il faut quand même analyser la documentation de chaque élu. Et c'est ce qui explique. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion pour le bureau de pouvoir féliciter tous les élus pour la diligence, parce que comme vous pouvez le remarquer, nous sommes vraiment dans les délais et dans les prescrits des textes. Et l'adoption du règlement intérieur. Comme vous le savez, ce n'est pas quand même un travail si facile, parce qu'il faut quand même analyser la documentation de chaque élu. Et c'est ce qui explique. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion pour le bureau de pouvoir féliciter tous les élus pour la diligence, parce que comme vous pouvez le remarquer, nous sommes vraiment dans les délais et dans les prescrits des textes. Et puis, au cours de la réunion du Conseil de ministres du 9 février dernier, le vice-ministre de la Défense nationale a présenté la situation sécuritaire générale du pays qui reste marquée dans l'Est comme dans l'Ouest par la maîtrise de forces de sécurité nationale. Dans sa suite et dans la même veine, la ministre de la Justice a introduit une requête auprès du gouvernement en vue de lever les moratoires sur la peine de mort à l'égard des citoyens qui trahissent la nation. Suivez. Toujours sur ces chapitres, le vice-ministre de la Défense nationale, représentant le vice-premier ministre en mission, a présenté la situation opérationnelle du pays qui est dominée par les attaques de forces loyalistes contre les terroristes du M23 RDF et des incursions récurrentes observées sur les axes du Grand Nord par les ADF MTM. Sur toutes les lignes de front, les forces armées de la République démocratique du Congo se comportent avec bravoure pour mener des contre-offensives et mettre en déroute les terroristes et sécuriser les populations. C'est le cas dans les Massissi où nos troupes ont réussi à déloger des éléments de l'armée rwandaise et des M23 de certaines positions qu'ils occupaient. Nos forces de défense et de sécurité restent engagées plus que déterminées à pacifier cette partie du pays.
À l'ouest du pays, la situation demeure sous contrôle face aux incursions des Mobondo et des patrouilles s'intensifient en profondeur. Au troisième point, au chapitre de points d'information, levée du moratoire sur la peine de mort. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a présenté au Conseil la note d'information relative à la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Elle a rappelé qu'au cours de la réunion tenue le 5 février 2024, sous la conduite du président de la République, chef de l'État, le Conseil supérieur de la défense a fait un tour d'horizon sur plusieurs questions sécuritaires, dont celles liées à la traîtrise au sein de nos forces de défense et de sécurité. Dans la perspective d'y mettre fin, le Conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême de lever les moratoires sur la peine capitale prononcée ou à prononcer contre les militaires qui se rendront coupables d'actes de trahison pendant ce temps où le pays fait face à une agression portée par les Rwandais. Et puis, lors de la 124e réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi à Kinshasa, le gouvernement a exprimé son indignation au mauvais comportement infligé aux supporters congolais lors du match des demi-finales contre la Côte d'Ivoire au stade Alassane Ouattara d'Abidjan. Selon les porte-paroles du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a déploré cette attitude, l'exécutif national a notamment regretté la diminution de l'espace leur réservé dans les tribunes et leur interdiction d'accès avec les calicots et autres supports pour dénoncer l'agression rwandaise. Ainsi, le gouvernement a décidé que les Léopards Football ne puissent pas s'associer jusqu'à nouvel ordre aux activités de solidarité portées par la Confédération africaine de football, CAF. Suivez. Avant de terminer sa communication, le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la demi-finale contre la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus, jusqu'à nouvel ordre, à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture par certains médias. Le Conseil de ministres a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible. Le vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, accompagné du chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Chiwewe Songesha Christian, a fait une visite de travail le vendredi à Goma et à Saké, dans les territoires de Massissi. Jean-Pierre Bemba Gombo dit venir dans cette région pour réconforter les troupes engagées dans les opérations contre les terroristes du M23 et leurs alliés rwandais. Il appelle cependant la population au calme. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, en visite de travail à Goma ce vendredi, accompagné du chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Chiwewe Songesha Christian. À peine arrivé, le patron de la Défense nationale a tenu une réunion de haute sécurité avec les responsables militaires en province et avec les différentes couches sociales du territoire de Massissi, en présence des membres du comité provincial de sécurité, du coordonnateur des opérations dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, le lieutenant général Falsi Kabwe, et du gouverneur militaire, le général-major Peter Churumwami. Jean-Pierre Bemba, qui a visité les vaillants FARDC à Saké dans les territoires de Massissi, dit venir dans cette région encourager les troupes qui combattent la coalition M23, armée rwandaise. Nous sommes venus accompagner le Kinshasa avec le chef d'état-major général et sa délégation à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population, à Saké, qui a vu ici les affres de la guerre violente provoquée par
L'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Wazalendo qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Le vice-premier ministre de la Défense nationale précise que tout est mis en œuvre pour que Goma, Sake et alentour ne tombent pas entre les mains de la coalition M23 armée rwandaise. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas, il, jour et nuit, il suit la situation ici et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que soit Sake, soit Goma et que ça soit protégé et que tous les territoires qui appartiennent à la RDC, Rutshuru, Masisi, puissent être libérés du joug, je veux dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui nommément le Rwanda qui nous attaque. Soulignons que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a également visité les victimes des bombardements de la coalition M23 armée rwandaise internées à l'hôpital Bethesda. Et puis, comme je l'ai annoncé dans l'entame de ces journaux, les employés excellents du mois de janvier 2024 à la SICOMIN ont été décorés par les responsables de la société. Ils ont reçu des certificats d'excellence et des paquets, des cadeaux comme à l'accoutumée. Teddy Dizamba et John Wimans en parlent. Tous les mois, à la SICOMIN, les employés congolais qui se distinguent dans l'exécution de leurs tâches sont décorés par les responsables de la société. Pour ce début de 2024, le premier lot des employés qui se sont distingués est constitué de 19 agents congolais. Ils ont été décorés par un échantillon des responsables de la SICOMIN. Représentant les dirigeants de la société, le directeur des ressources humaines a exhorté les lauréats à fournir plus d'efforts afin de mériter le titre d'étoilé. Chers collègues, soyez véritablement dignes des étoiles qui vous sont portées. Ne le faites pas parce que vous jouez un double jeu, mais faites-le parce que vous êtes convaincus que les actions que vous posez, votre comportement au travail, votre discipline, vos engagements dans l'activité professionnelle sont tels que, de manière indiscutable, vous méritez bien la place que vous occupez en ce moment. Les 19 employés étoilés, dont 2 excellents du mois de janvier, ont ensuite été certifiés par la Sino-Congolaise des Mines qui leur a remis des certificats d'excellence. Les responsables présents à cette cérémonie ont également remis aux employés des paquets prévus pour ceux qui se distinguent. Pour ces employés, c'est une joie de voir l'employeur reconnaître leurs efforts. Ils ont ainsi encouragé les autres employés congolais à travailler davantage afin d'être également étoilés. Je conseillerais vraiment à mes collègues de service qu'ils fassent aussi un effort, que nos travailleurs, qu'ils prennent vraiment le travail avec force. C'est ça notre patrimoine. Nous sommes censés les protéger. Le rendez-vous est pris pour le mois prochain avec les employés congolais qui vont se distinguer. Changeons de chapitre au secteur de Lulu, Betty Kiando Katoke a effectué une descente éclair au village Lengue pour palper du doigt les projets agricoles mis sur pied sur une étendue de plus de 200 hectares. L'objectif est de promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Recommandation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Sur place, Betty Kiando Katoke, chef du secteur Lulu, s'est dit satisfaite du travail abattu. Plus de 4500 tonnes de maïs sont attendues cette année, selon l'agronome qui tient ces projets. Le maïs constitue une des denrées principales de la population du Lualaba. Ayant compris cette nécessité, Betty Kiando Katoke, chef secteur Lulu, a mis sur pied un grand projet de culture de maïs sur plus de 200 hectares au village Lengue, contrée située à plus de 30 km. Ce vendredi 9 février, Betty Kiando Katoke et toute son équipe étaient sur le terrain après avoir mis tous les moyens sur pied pour s'enquérir de l'évolution de ce projet qui vise la promotion de l'autosuffisance alimentaire, une recommandation du chef de l'État Félix Tshisekedi et de Fimasuka, gouverneur AI du Lualaba. Sous les explications de l'agronome qui tient ce projet,
Betty Kando Katoke a été émerveillée du travail réalisé sur le terrain. Plus de 4500 tonnes de maïs sont attendues cette année. On arrive à peu près 203 hectares. Oui, rendement, il y a bien kushinduia les deux dernières années. Puisque tulianza kokaji na kawakati et puis tulikuya quand même équipé. Notre champ de maïs s'étend sur une étendue de plus de 200 hectares. Cette année culturelle, nous espérons récolter plus de 4500 tonnes de maïs. Année ya kwanza tulipataka presque 250 tonnes ya kwanja, mais ya pili sasa tulitumikaka na retard ndio tulifanya 90 tonnes. Makaransi ya mvula année passée. Hii année ça vous fait 203 hectares, mnezi kufika combien de tonnes? En tout cas, vile mesha kuona peut-être à 4500 tonnes. L'agriculture reste une priorité dans la politique de Betty Kando Katoke à la tête du secteur Loulou. Adhérer à la diversification de l'économie au secteur de Loulou et le combat que mène Betty Kando Katoke et ses collaborateurs. Cette façon de faire rencontre le projet de société présenté à la population congolaise par le président élu Félix Tshisekedi lors des élections du 20 décembre. L'agriculture reste une clé de développement d'une entité. Au secteur de Loulou, Betty Kando Katoke a lancé ce vendredi 9 février les travaux de dessouchage de 200 hectares où sera cultivé le maïs l'année prochaine au village Lengue. Avec ses projets agricoles, Betty Kando Katoke tente de booster les secteurs agricoles dans son entité dans le but de ne pas dépendre seulement des mines. Suivez. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. Cet adage trouve son sens au secteur de Loulou. Pour l'année culturelle prochaine, Betty Kando Katoke veut relever les défis en mettant toutes les batteries en marche pour le bien de ses administrés. Son souci est que le projet agricole au village Lengue s'exécute sur une grande étendue dans le but de couvrir les besoins de la population en produits agricoles tels que le maïs. Sur les 200 hectares où s'effectue la culture de maïs cette année, Betty Kando Katoke a lancé ce vendredi 9 février 2024 les travaux de dessouchage de 200 autres hectares avec une mission de lutter contre la crise alimentaire dans son entité. Une lutte qui demeure générale pour toute la province du Lualaba que dirige Fifi Masuka Saini. Ces travaux qu'effectue l'entreprise Jokab et Sarel vont s'étendre sur une durée de 30 jours, a dit l'ingénieur Pompidou Kalenga, directeur général. Nous sommes ici pour les travaux de dessouchage de 200 hectares et aussi de rasage de toutes les termitières qui sont sur le terrain. Alors, comme vous le voyez, nous avons déployé des engins. On a un dozer à notre gauche et derrière moi il y a une pelle 350. Le dozer il est là pour dessoucher et aussi faire tomber tous les arbres qui se trouvent sur le terrain. La pelle en appui, elle fait tomber les arbres, beaucoup plus les gros arbres et raser tout ce qu'il y a comme termitière. Évidemment, le dozer va encore passer pour bien arranger toute la terre laissée par la terre. La durée des travaux, c'est 30 jours et nous faisons de notre mieux pour terminer le travail dans le temps. Tous les moyens sont mis en place pour moderniser et redynamiser l'agriculture au secteur de Loulou. Face à un leadership imposant, à la tête du secteur de Loulou, le chef Lengue n'a pas manqué de féliciter Betty Kando Katoke. La mission de Betty Kando Katoke est celle de ne pas dépendre suffisamment des mines, comme c'est le cas actuellement, mais d'activer d'autres secteurs clés, notamment l'agriculture, raison de la relance de la culture de maïs sur de grandes étendues au village Lengue.
Et dans les domaines des infrastructures, Betty Kiando Katoke, chef secteur Lulu, a lancé les travaux de construction de bureaux du quartier Kawama le vendredi 9 février. Ces bâtiments contiendra plusieurs bureaux des services publics. Ces projets vont s'exécuter durant 90 jours. La pose de la première pierre a été faite en présence des inspecteurs de la division des infrastructures et travaux publics et du chef Kawama. La pose de la première pierre par Betty Kiando Katoke, chef secteur Lulu, du projet de construction du bureau de quartier Kawama est un ouf de soulagement pour les agents. Autrefois dans le bureau des fortunes, les agents des différents services étatiques au village Kawama vont dans 90 jours évoluer dans une infrastructure imposante et qui répond aux normes. Nous sommes en train de construire le bâtiment qui va abriter le bureau de quartier. Okay. Il y aura au moins au total 5 bureaux. Okay. Il y aura la grande salle où il va se passer la salle de réunion. Il y aura le bureau du chef et son secrétaire. Et puis il y aura le bureau d'habitat, l'état civil et la réception. Dans 3 mois déjà, on va remettre le bâtiment au secteur de... Suivant le modèle de leadership de Fifi Masuka à la tête de la province dans le domaine des infrastructures, Betty Kiando Katoke s'engage à moderniser différentes infrastructures dans son entité. Ces travaux de construction du bureau de quartier Kawama, lancés par le chef secteur, répondent à un besoin important, selon le chef Kawama. Une fois ce projet fini, les agents vont travailler dans les meilleures conditions. Nous remercions Mme Betty Kiando Katoke pour la réalisation de ce grand projet. Répondre aux attentes de la population du secteur de Lulu reste le cheval de bataille de Betty Kiando Katoke. Dans la matinée de ce samedi 10 février, certains marchands du quartier Jolicite Lupundu se sont levés pour dénoncer la vente de leur espace réservé pour le marché. Ils pointent du doigt les chefs de groupement Kazembe. Ces derniers rejettent en bloc ces accusations. Oscar Kalambay pour plus de détails dans ce reportage. C'est cet espace vert qui a été réservé pour la construction du marché Lupundu. Celui-ci serait source de conflit entre les vendeurs du quartier Jolicite Lupundu et le groupement Kazembe. Selon leur déclaration, ce lieu d'une superficie d'environ 70 mètres sur 80 a été désaffecté pour la construction d'une église, chose que désapprouve cette population. Nous avons tracé à l'époque avec le chef Lupundu les limites du marché. Mais c'est le chef Kazembe qui a manigancé pour qu'on y construise une église. En tant que population, nous serons là seulement pour prier et non travailler. Et pourquoi nous donner quelque chose et la revendre? Ces habitants veulent également quitter la route Kazembe pour rejoindre cet espace afin de prévenir les accidents. Là que les gens vendent, c'est les parcelles des particuliers. En plus, c'est sur la route. Il y a des risques d'accident. Ils annoncent par ailleurs le début imminent. Des activités à l'espace réservé pour le marché. Nous avons besoin que Maman Fifi sache que c'est ici le lieu de notre marché. Dès le samedi prochain, nous allons lancer nos activités ici. Nous n'irons plus acheter les vivres loin. Soucieux de préserver la paix sociale, le chef Lupundu invite le chef de groupement Kazembe à ne pas désaffecter cet espace. Que le chef Kazembe me pardonne, qu'il nous laisse construire le marché afin qu'il y trouve également son compte. Contacté à ce sujet, le chef de groupement Kazembe dit ne pas être impliqué dans cette affaire et promet de fournir les détails sur cette situation dès ce lundi.
Au chapitre de la culture prévu du 16 au 18 février à Goma, dans la province du Nord Kivu, le festival Amani est reporté en juin prochain à la suite de la situation sécuritaire volatile. Cette précision a été donnée par Vianney Bissimois, responsable de la commission de relations stratégiques du festival Amani. Oscar Kalambay revient une fois de plus avec force et détails. La décision du report de la 10e édition du festival Amani n'a pas été facile à prendre, a fait savoir le responsable de la commission des relations stratégiques de la dite organisation au micro de nos confrères de la radio Okapi. Vianney Bissimois a également précisé que cette célébration est également faite pour mener des plaidoyers en faveur de la paix. Voyager pour être sur place et la machine était lancée. Une fois la machine est lancée, les commissions sont en place, les gens fonctionnent et surtout l'attente. Les gens attendaient cette nouvelle édition, c'est la 10e. Donc il y avait un caractère émotionnel intéressant lié à cette édition. Nous le faisons aussi effectivement pour faire du plaidoyer en faveur de la paix. Et au regard de ce que vit la région, c'est l'occasion pour pouvoir le faire. Donc toutes ces raisons-là font en sorte que décider de reporter cela était difficile. Il a par ailleurs ajouté que le festival Amani est généralement organisé pour renforcer la cohésion sociale, mais également pour faire taire les armes dans la partie est de la RDC. Or, nous avons besoin d'être ensemble pour pouvoir réfléchir sur comment renforcer la cohésion sociale, comment renforcer l'entrepreneuriat. Et donc annuler, c'est aussi pour dire, si la situation continue à se détériorer malheureusement, c'est assez compliqué. Mais le plus important pour nous, c'est de pouvoir finalement faire en sorte qu'il y ait un minimum de bonnes conditions qui permettent à ce qu'on tienne le festival. Par ailleurs, dans un communiqué publié par les organisateurs, le festival exprime sa gratitude à l'ensemble de la population partenaire ainsi qu'aux artistes pour leur soutien indéfectible. Pour ce festival, il est temps de mettre un terme à ce cycle de violence qui a trop duré et redonner dignité aux populations meurtries. Et en dehors de nos frontières au Sénégal, les tensions se poursuivent après l'annonce du report de l'élection. Les forces de sécurité ont violemment dispersé le vendredi 9 février une tentative de rassemblement à Dakar. Un étudiant est également décédé dans le nord du Sénégal. Junior Mbal nous fait le point dans ce récit. Le rapport de force se poursuit entre le pouvoir du président Macky Sall, la société civile et l'opposition sénégalaise. À Dakar, la capitale, la journée du vendredi a été marquée par une violente répression de la marche de protestation contre le report des élections. Dans l'entretemps, à Saint-Louis, dans le nord du pays, les manifestations ont causé la mort d'un étudiant de l'université Gaston Berger. Il aurait succombé à ses blessures selon les sources médicales de la ville. Ses collègues lui ont d'ailleurs rendu hommage ce vendredi soir, réclamant à ce que justice soit faite. La mobilisation du vendredi est la première contestation d'ampleur depuis le report du scrutin présidentiel initialement prévu le 25 février. Ce report a ouvert une grave crise politique au Sénégal et plongé le pays dans une période d'incertitude. Des policiers en tenue anti-émeute ont tenu à distance les personnes qui cherchaient à accéder à la vaste esplanade de la place de la Nation en tirant du gaz lacrymogène, provoquant ainsi des affrontements. Des manifestations dans plusieurs autres villes du pays ont été signalées selon l'agence France Presse. Le report de la présidentielle de 10 mois a soulevé une indignation dans tout le pays. L'opposition crie au coup d'État constitutionnel. Elle soupçonne une manigance pour éviter la défaite du candidat du camp présidentiel, voire pour maintenir le président Macky Sall à la tête du pays encore plusieurs années. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal du week-end sur votre télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous regarder à travers le 26 provinces de la République démocratique du Congo. Restez sur nos antennes car les informations sont en continu.